Cela fait désormais plusieurs mois que la guerre des bâtards fait rage sur le continent de Westeros. Les forces loyalistes du roi Robert Baratheon confrontent les forces Lannister dans les terres du Lion de l'Ouest. En effet, la guerre que tous pensaient être rapide s'enlise depuis que les troupes Lannister, aidées des Dothraki, ont défait les forces Martell de Dorne et Tyrell du Bief. De plus, après la mort de l'honorable Eddard Stark, les soldats du Nord se retrouvent sous le commandement du jeune Robb, qui, dans cette réalité, peine à unifier toutes les familles nordiques sous sa bannière. Le fait est que beaucoup de vassaux du jeune loup ne comprennent pas pourquoi ils perdent des troupes et des ressources dans une guerre qui d'après eux ne concerne que les sudistes. Effectivement, dans cette réalité, Eddard Stark n'est pas prisonnier et les sœurs de Robb ne sont pas supposées otages des Lannister. Aussi, même si certains, comme le seigneur Karstark ou Humber, souhaitent poursuivre le combat pour venger Ned, d'autres souhaitent retourner dans le nord pour se préparer à la venue de l'hiver. Un hiver qui s'annonce particulièrement rude d'après les maîtres. D'autant qu'au mur, les nouvelles ne sont pas bonnes. On murmure des récits farfelus. Le lord commandant Mormont serait mort tué par un marcheur blanc. Une histoire qui semble absolument invraisemblable pour la majorité des seigneurs. Mais pas pour Robb Stark, qui s'inquiète de ces nouvelles. D'autant plus que ce ne sont pas les seuls problèmes du Nord. Les Greyjoy ont profité de la guerre pour lancer une attaque massive sur les côtes du territoire des Stark. Plusieurs petits châteaux, peu défendus, sont tombés aux mains de l'ennemi, et les troupes du Kraken menacent désormais Winterfell. Du côté du roi Robert, cette campagne n'est pas aussi fulgurante qu'il le voudrait. Cela fait plusieurs semaines que l'attaque est ralentie dans les contrées de la Dent d'Or, un passage montagneux idéal pour les tactiques de harcèlement des Dothraki et l'esprit stratégique de Tywin Lannister, dont l'armée rivalise toujours avec celle des loyalistes. En plus de ça, les nouvelles de Port-Réal ne sont pas bonnes. Les sujets du royaume s'agacent de ce conflit, qui les prive de certaines denrées rares. Surtout, la couronne se voit privée du soutien financier de Tywin Lannister, ce qui oblige Robert à emprunter des sommes colossales à la banque de fer de Braavos. La pire nouvelle étant celle de l'évasion du régicide, Jaime Lannister, qui a réussi à fuir la capitale, et ce qui fait enrager le souverain Baratheon. Dans sa tente de commandement, à plusieurs kilomètres des positions du roi Robert, Tywin Lannister savoure une nouvelle victoire après que les Dothraki aient anéanti la majeure partie de l'armée Tyrell. Les troupes Lannister, revenues victorieuses de leur affrontement avec les forces de Dorne, en ont profité pour piller au jardin et massacrer le reste de la famille Tyrell demeurée sur place, faisant à nouveau résonner les pluies de Castamere sur une nouvelle forteresse soi-disant imprenable. Ce n'est pas la seule bonne nouvelle, puisque le vieux lion vient de recevoir une missive qui confirme ce qu'il espérait. La compagnie dorée vient d'arriver à Port-Lanis. Plusieurs milliers d'hommes, de chevaux et d'épées qui vont s'ajouter à ses forces pour faire basculer le cours de la guerre. Et maintenant que Cersei est enceinte du prétendant Viserys Targaryen, Tywin est confiant en ses chances de victoire. Néanmoins, quelque chose le préoccupe. Le comportement de la jeune Daenerys, reclus dans sa chambre, murmurant des choses incompréhensibles à 3 œufs de dragon figés dans la pierre. Depuis la mort de Khal Drogo, il est de plus en plus difficile de contrôler les sauvages Dothraki, et encore plus difficile de tirer quoi que ce soit de Daenerys, qui refuse toute compagnie. Malgré cela, le souverain de l'Ouest est satisfait, d'autant plus lorsqu'il apprend que son fils Tyrion, en plus d'avoir réussi à convaincre la banque de Braavos de soutenir Viserys Targaryen, a réussi à faire s'évader son frère aîné Jaime grâce à l'aide de Varys, qui est dans cette réalité un soutien de Viserys Targaryen, et qui s'est aisément lié d'amitié avec Tyrion. Désormais, plus rien ne retient Tywin de se débarrasser une bonne fois pour toutes de cet embarrassant Baratheon pour reprendre sa place légitime de main du roi et d'homme le plus puissant de Westeros. Son plan de bataille est fin prêt. Il souhaite attirer l'ennemi dans les passages étroits de la Dent d'Or pour le piéger en créant un effondrement. Ensuite, les Dothraki ouvriront la charge et l'armée Lannister prendra les forces royalistes à revers pour mettre un terme définitif à cette guerre. Pour Tywin Lannister, ça ne fait aucun doute. La victoire est à portée de main. Maintenant que les armées nordiques sont divisées, que les Greyjoy menacent Winterfell et que la Compagnie Dorée est arrivée à bon port, rien ne peut plus sauver Robert Baratheon. Évidemment, cela ne s'est pas accompli sans perte, puisque Gregor Clegane, la montagne, est mort lors de l'attaque sur les troupes Martell. Il serait tombé face à Oberyn, dans un combat sanglant ayant entraîné la mort des 2 hommes. Cela fait toujours un adversaire en moins. Et il reste toujours Sandor Clegane à Tywin s'il a besoin d'un chien sanguinaire. Derrière les murailles de Castral Rock,
Tyrion revient triomphant aux côtés de la Compagnie Dorée et de son frère Jaime Lannister, qui est certes en piteux état, mais qui n'en reste pas moins vivant et toujours avec ses deux mains. Le nain de Castral Rock est accueilli en homme providentiel par la population de Lannisport et du Rock. Il est celui qui a négocié avec la Banque de Fer et la Compagnie Dorée, celui qui a traversé le détroit pour trouver des renforts et qui vient en plus de ramener le fils de Tywin Lannister en lieu sûr. Pour autant, les intentions du nain de Castral Rock sont tout autres que de savourer son triomphe. Les mercenaires de la Compagnie Dorée ne sont pas sous les ordres de son père, mais bien sous les siens, et il projette de mettre un terme à cette guerre de manière bien plus abrupte que prévu, avec l'aide de Varys, qui n'est pas dupe concernant les capacités de dirigeant de Viserys, qui n'est rien d'autre qu'un enfant égocentrique, sadique et dangereux pour le royaume. Leur objectif est de se débarrasser de lui, puis de Tywin, afin de négocier avec Robert Baratheon son abdication en faveur d'Aegon Targaryen et d'assurer la survie de la famille Lannister, de Cersei et de ses enfants, car même si Tyrion n'a qu'un profond mépris pour sa grande sœur, il ne souhaite pas sa mort, et encore moins celle de ses 3 enfants. Il reste cependant 2 problèmes. Le premier étant Daenerys Targaryen, enfermée dans sa chambre, et le deuxième les Dothraki. Désormais sans chef, ils attendent tous la naissance de l'étalon qui chevauchera le monde, et même s'ils continuent de combattre aux côtés de Tywin, il est impossible de savoir ce qu'ils feront si Tyrion exécute son plan. Réfléchissant à cela, le nain de Castral Rock est interrompu dans ses réflexions par une épée qui vient lui traverser le dos. Crachant une gerbe de sang, il n'a pas le temps de réaliser ce qui vient de lui arriver, que l'un des membres de la Compagnie Dorée vient simplement lui dire « Littlefinger vous salue ». Le visage de Tyrion blêmit, le sang coule de la plaie désormais béante qu'a laissé la lame dans son corps, alors qu'il s'écroule sur le sol. Il a tout juste le temps de voir les mercenaires de la Compagnie Dorée massacrer la garnison modeste de Castral Rock et les quelques Dothraki étant restés aux côtés de Daenerys Targaryen. Et tandis que ses yeux se ferment définitivement, Tyrion n'a le temps que de voir le corps de son ami Varys et de son frère Jaime s'écrouler sur le sol en face de lui. Son plan qu'il pensait parfait vient de s'effondrer, et c'est bien la dernière pensée qu'il aura de sa vie. Alors à Lannisport, pour préparer le départ de l'armée Lannister et de la Compagnie Dorée, Kevan, frère de Tywin, voit de la fumée obscurcir le ciel étoilé. Puis une flèche lui frôle la joue, lui entaillant la chair. Les cloches d'alerte se mettent à sonner. Les milliers de soldats de la Compagnie Dorée, accompagnés par plusieurs marins de la flotte Ferney, sont en train de massacrer les quelques soldats Lannister en garnison, ainsi que la population de Lannisport. La cité se fait saccager sous le regard du vieil homme, qui tente de mener une contre-attaque avec les quelques soldats lui étant restés fidèles. Et alors qu'il s'engouffre dans les rues de la cité, il est assailli par 3 adversaires qui le confrontent immédiatement. Dégainant sa lame, le second lion de la famille Lannister se bat courageusement, désarmant un premier ennemi, en tuant un second, avant de recevoir une lance dans le dos de la part du troisième, qui vient l'abattre sur le coup. Le souffle coupé, le regard brouillé par les larmes et le sang, Kevan Lannister meurt dans les rues de Lannisport, sans même réaliser l'ampleur du désastre qui est en train de se produire pour sa famille. Dans un de ces bordels de la capitale, Peter Baelish affiche un sourire satisfait, une coupe de vin à la main. À l'heure qu'il est, la Compagnie Dorée qu'il a engagée à grands frais grâce à ses négociations officieuses avec la Banque de Fer doit être en train de massacrer les réserves de l'armée Lannister et s'emparer de Castral Rock, ainsi que de Lannisport. Voilà qui devrait lui apporter un titre de lord, ainsi que des terres lui permettant enfin d'épouser Catelyn Tully, récemment devenue veuve après la mort de ce pauvre Eddard Stark. En effet, Littlefinger, profitant de son poste de grand argentier et de son vaste réseau d'espions, a pris Tyrion à son propre jeu en établissant des contrats et des accords avec la Banque de Fer et la Compagnie Dorée, avant même que le nain ne pose un pied à Braavos. Pour ce faire, il a simplement endetté la couronne, encore plus qu'elle ne l'est déjà, en arguant que Robert sortirait victorieux de cette guerre comme il l'a été lors de la rébellion, et que le règne de ce dernier n'avait fait qu'enrichir la Banque de Fer, là où Tywin Lannister aurait fini par rompre tout lien avec la Banque de Braavos pour éviter d'étendre les dettes de la couronne. Engager la Compagnie Dorée n'était alors qu'une formalité, et soudoyer les Greyjoy d'une facilité déconcertante. Il leur a suffi d'une promesse d'indépendance et de quelques sacs d'or. Dans l'attente de commandement de l'armée loyaliste, le rapport des éclaireurs est formel. Tywin Lannister et ses troupes attendent les forces royalistes à la sortie du col de montagne de la Dent d'Or, et ne semblent pas disposer de renforts. Malgré le retrait des troupes nordiques, les forces royalistes ont donc toujours l'avantage numérique grâce à la puissance des Tully et des Arryn, combinée à celle des Baratheon, qui peuvent mener un assaut frontal. Le jeune Targaryen le sait, si les forces du vieux lion sont écrasées dans la bataille à venir,
ce ne sera qu'une question de temps avant qu'il ne récupère le trône de fer aux côtés de sa promise, Mia Baratheon. Le roi Robert vient de confirmer l'ordre. L'attaque se fera au petit matin pour prendre de vitesse le lion de Castral Rock et porter un coup décisif aux armées Lannister. Pour Aegon, Robert est bien trop confiant. Il semble savoir que Tywin n'a aucune chance, comme s'il possédait des informations qu'il ne partage pas, ce qui ne plaît pas au jeune Targaryen du Nord. En effet, ce dernier ayant été éduqué par Eddard Stark, ne voit pas d'un bon œil les secrets, les manigances et les jeux péripéties de la cour. Néanmoins, comme lui a dit son cousin Robb, il va devoir s'y faire s'il est amené à devenir roi aux côtés de Mia. Ses pensées dérivent alors sur son ancien foyer. Il sait que les forces nordiques sont supérieures en nombre et en équipement. Il a confiance en la réussite de Robb face aux forces des îles de fer qui assiègent Winterfell. Ce ne sera pas un problème. Pour autant, il ne peut s'empêcher d'être inquiet quant à toutes les nouvelles venues du mur. Une pensée s'insinue alors en lui. Et si c'était véridique? Et si les marcheurs blancs avaient bien tué le Lord Commandant de Mormont? Une seule personne pourrait lui répondre, Théon, qui se trouve normalement au mur. Se saisissant d'une feuille de papier et d'une plume après la fin de la réunion militaire, l'ancien bâtard de Winterfell écrit une missive à l'intention du Greyjoy pour lui demander des informations supplémentaires. C'est une fois le corbeau parti qu'il retourne vers sa tante pour rejoindre sa future femme. Il en est amoureux, il le sait et il ne le supporte jamais de la voir se préparer pour une bataille. Pour autant, en plusieurs mois de guerre, Aegon a déjà vu sa fiancée se battre et triompher de plus d'un adversaire. Il aime son côté rebelle, féroce, digne de la Baratheon qu'elle est. Il profite de la soirée pour lui partager ses craintes, son appréhension à l'idée de devenir roi consort, ses doutes, et c'est là qu'elle lui annonce la nouvelle. Elle est enceinte. Pour Aegon, c'est à la fois merveilleux et terrifiant au vu de la bataille qui approche. Menant la charge aux aurores, le roi Baratheon est surpris de voir un cavalier s'approcher seul avec un drapeau blanc. Le souverain pense d'abord à un piège, avant de voir Tywin Lannister menotté et traîné derrière le cheval. Le plan de Littlefinger a réussi, semble-t-il. Le cavalier n'est autre qu'un éclaireur de la Compagnie Dorée qui informe le roi des Sept Couronnes que Castral Rock et Lannisport sont conquises, et la famille Lannister massacrée. Voilà une nouvelle qui satisfait le roi, mais indigne profondément sa fille Mia et le fiancé de cette dernière. Une méthode lâche et honteuse d'après elle. Cependant, le résultat est là, et Tywin est exécuté séance tenante par Robert d'un coup de marteau dans la tête. Enfin, l'arrogant lion Lannister n'est plus, et le souverain des Sept Couronnes s'en réjouit. Comme promis, Castral Rock et les terres de l'Ouest reviendront à Peter Baelish. Concernant les enfants Targaryens, ils ont été laissés en vie. Le roi se tourne alors vers Aegon pour lui dire que c'est à lui de décider de leur sort et de prendre les décisions difficiles, puisqu'il est un roi en devenir, et que Viserys et Daenerys sont de sa famille. Pour Aegon, c'est un choix difficile. Il s'agit de son demi-frère et de sa demi-sœur après tout. D'autant qu'il sait qu'il a besoin de Daenerys vivante pour que les Dothraki restent dociles. Cette dernière étant enceinte de l'étalon qui montrera le monde, il sait que la détenir entre ses mains lui permet de garder le contrôle de ces sauvages venus d'Essos. Lui laissant le temps de prendre sa décision, Robert ordonne de préparer un retour triomphal à Port-Réal afin de marquer la fin de la guerre et de son règne, puisque comme promis au martel, le souverain compte abdiquer en faveur de sa fille et de son fiancé. Sur la route, Aegon finit par se décider. Il compte pardonner Viserys et Daenerys et les amener avec lui à Port-Réal pour les avoir à ses côtés. Une décision que désapprouve Robert, puisque d'après lui, Viserys ressemblant bien plus à un Targaryen que Aegon, les paysans et petits nobles considéreront toujours qu'il est plus légitime que le neveu de Ned Stark. Malgré cela, sa décision ne change pas, et désormais, Aegon peut se préoccuper de ce qu'il se passe au mur. En rentrant à la capitale, les festivités s'étalent sur plusieurs jours, et Robert finit par couronner sa fille et son nouveau gendre roi et reine des Sept Couronnes. Les Greyjoy se voient offrir leur indépendance, et les terres de l'Ouest reviennent à Littlefinger, qui conserve son poste au conseil restreint, désormais totalement à refaire. Robb Stark prend la place de son père comme régent du Nord, et c'est Renly Baratheon, l'oncle favori de Mia, qui est choisi comme main du roi. Cependant, les cicatrices de la guerre sont profondes, la famille Tyrell a pratiquement été anéantie, et les rancunes de l'Ouest envers la couronne et Peter Baelish sont tenaces. Les 6 couronnes n'ont jamais été autant désunies, ce qui n'engage rien de bon pour l'hiver à venir.
Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, commenter ou partager. Cela m'aide grandement dans mon travail. Vous pouvez également regarder les liens en description qui contribuent au travail de mon monteur, Apple Rider. En vous remerciant à nouveau pour votre intérêt et votre soutien sur la chaîne.